Un réac assez rapide, mais il faut qu'on réagisse. C'est une vidéo qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux d'une personne que je connais pas, qui se dit patriote sur son compte Twitter et qui a sorti une vidéo dont je vais m'intéresser à la première partie principalement. La deuxième partie, on va la laisser à Paduring qui veut y réagir. Qui parle justement de la théorie de la misère sexuelle, encore une fois. La théorie de la misère sexuelle, c'est un truc complètement fumeux. C'est un truc qu'on retrouve dans la culture Red Pill, c'est un truc qu'on retrouve dans la culture Incel. La théorie de la misère sexuelle dit que les femmes, en fait, seraient devenues avec le temps très électives, très sélectives, extrêmement hypergames, alors que les chiffres nous montrent que l'hypergamie se renverse sur toute une série de critères. Et donc, les hommes se retrouveraient en compétition et que 5% des hommes seulement auraient accès à 95% des femmes et que donc les 95% des autres hommes se retrouvent sans la possibilité de sortir avec des filles. Bon, évidemment, ces chiffres-là, ils sont inventés. Il y a autant de personnes célibataires chez les femmes que chez les hommes, à l'évidence, parce que quand il y a un couple, c'est la plupart du temps avec un homme et une femme, sauf dans le cas des couples lesbiens ou des couples homosexuels. Et donc, ce qui est reproché parfois aux femmes, c'est de dire « Ouais, mais les femmes sont devenues électives, sélectives ». Et ce qui est très triste et à la fois très drôle, c'est que les personnes qui disent ça, très souvent, sont les premières à dire « Ouais, mais dans nos dating pools, puisqu'il y a un rapport très très proche entre la culture d'extrême droite et la culture incel, à dire « Bah moi, je veux des blanches ». Donc déjà, ça exclut des dating pools toutes les femmes qui pourraient avoir des origines de première, deuxième, troisième génération, que sais-je. À exclure des dating pools les femmes depuis 35 ans, les femmes qui auraient déjà des enfants, les femmes qui auraient un body count élevé, puisque Thaïs met ça dans la tête des gens actuellement, les femmes qui seraient mères célibataires, les femmes qui ne seraient pas minces, etc. C'est-à-dire qu'en fait, eux sont incroyablement électifs, eux excluent des dating pools énormément de personnes, et ensuite viennent dire « Ouais, on comprend pas, les femmes, elles nous choisissent pas ». Et c'est exactement ce type de discours, sauf qu'on a un nouvel argument. Un argument qui est un argument, presque identitaire, qu'il faut qu'on écoute ensemble. Donc voilà, je laisse présenter l'argument. Il faut qu'on parle de ce fétichisme des jeunes européennes pour les Africains subsahariens. C'est quand même très spécifique, donc un fétichisme à des jeunes européennes pour les Africains subsahariens. D'accord, subsahariens, donc c'est très spécifique. Évidemment, on ne sait pas de quoi il parle. Je pense qu'il a vu quelque chose, il en a fait une généralisation. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ce discours de les jeunes européennes, sous-entendu les blanches, vous allez voir, parce qu'il y a une confusion entre européennes et blanches, il y a une confusion entre noirs et africains, vous allez pouvoir le constater, le discours n'est pas très rodé, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc les européennes blanches auraient un fétichisme avec les noirs subsahariens. Bien. Faut pas qu'on se cache derrière notre petit doigt, tout le monde le voit, autour de nous, on voit tous que les jeunes européennes, les jeunes blanches, sont attirées par les blacks. Non, on ne voit pas du tout autour de nous, justement. Donc, j'habite dans un endroit qui est un endroit plutôt tranquille, à majorité blanche. Voilà. Donc, il n'y a pas énormément de population issue de l'immigration. Donc déjà, je ne le constate pas ici, mais surtout, je travaille dans le département le plus pauvre de la France métropolitaine, qui est un département pour le coup à prédominance de personnes issues de vagues migratoires, d'Afrique subsaharienne entre autres, du Maghreb, mais pas que, également une partie d'immigration d'Europe de l'Est en particulier, avec des gens du voyage, avec des personnes issues de toute une série de communautés, etc. Et je ne le constate pas là-bas non plus, c'est-à-dire que je constate que j'ai... dans l'entourage, parmi mes élèves, je ne vais pas le cacher, voilà, des blanches qui sortent avec des blancs, des blanches qui sortent avec des maghrébins, des blanches qui sortent avec des personnes noires, mais je ne sais pas du tout quelle est leur origine. J'observe un petit peu de tout, et l'endroit où je soigne des gens, exactement la même chose, c'est un endroit très pauvre en France, avec population très très majoritairement issue de l'immigration, et je ne constate pas non plus ce qu'il décrit. Donc voilà, dans 3 endroits différents, je ne constate pas le constat qu'il fait. Mais malgré tout, je n'en fais pas une généralité, parce que je ne sais pas en fait quelle est la réalité, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, voilà, il est en train de généraliser quelque chose qu'il a vu, et il part dans une forme de panique morale. Oh mon Dieu, et si maintenant nous, les Blancs, les femmes, ne voulaient plus de nous? Moi, mon avis, c'est que, je sais pas comment s'appelle cette personne-là, je connais pas son pseudonyme non plus, on va l'appeler X du coup, mais X, si tu es célibataire depuis très longtemps, il faut essayer de ne pas rejeter la faute sur les femmes en fait, mais plutôt de se dire qu'est-ce qui pourrait déplaire dans ma personnalité. Et si déjà tu vais passer les blanches pour des fétichistes, des hommes noirs subsahariens, c'est quand même un sacré red flag, quoi. Quand même un sacré red flag, il faut travailler sur soi avant d'aller accuser les femmes. Donc voilà, donc c'était les femmes trop électives, maintenant c'est un problème de fétichisme avec les noirs subsahariens. Bien, on écoute un tout petit peu plus. Plus que par les blancs. Et ça fait une misère sexuelle chez nous. Voilà, une gamme misère sexuelle. Donc, en fait, dans leur tête, une femme, la plupart du temps, dans la tête des gens comme Thaïs, etc., c'est un individu blanc,
de 16 à 24 ans, en bonne santé, mince, avec les formes qui satisfont les hommes qui ont une vision stéréotypée de ce qu'est censé être une femme, et qui est célibataire et qui a un body count pas très élevé et qui n'a jamais eu d'enfant. Voilà, donc alors, dans leur tête, ça c'est les femmes. Et dans leur tête, cette catégorie-là de femmes ne connaît pas la misère sexuelle parce qu'elle a un panel à sa disposition. Bien. Ok. Donc évidemment, ils n'envisagent pas la possibilité qu'elle n'ait pas le corps que les hommes rechercheraient, parce que vous savez que les hommes dans la société ont une sorte de vision très stéréotypée, très patriarcale de ce qu'un corps est censé être, donc elles ne vont pas les attirer. Ça ne prend pas en compte non plus les jeunes femmes qui ont eu des violences sexuelles dans l'enfance et qui pourraient réagir à ça en développant une forme de méfiance des hommes ou une vraie asexualité, etc. Enfin, vous voyez, ça c'est dans leur tête. Mais après, à partir du moment où vous avez plus de 25 ans, où votre corps change parce que vous avez eu un enfant peut-être, parce que vous avez un travail, donc vous commencez à être fatigué, etc. Non, en fait, c'est pas facile de trouver un partenaire homme pour ces femmes-là. À partir du moment où elles ont un enfant, à partir du moment, je sais pas, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais dans leur tête, en fait, ça n'existe pas. La misère sexuelle, voilà, la misère sexuelle. Nous, les hommes, on souffre de misère sexuelle et pas les femmes. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Et en plus, c'est un argument un peu dangereux que de dire on souffre de misère sexuelle, donc on a des comportements du coup déviants. C'est pas ce que lui dit, mais on entend d'autres coachs Red Pill ou d'autres incels le dire. Hein. On en a déjà analysé des discours comme ça. Comme on souffre de misère sexuelle, et bah du coup on devient violent. On agresse sexuellement les femmes. Et donc les femmes sont, de facto, responsables de leur propre agression sexuelle en refusant de coucher avec nous. Vous voyez, en fait, elles sont tout le temps perdantes. C'est-à-dire qu'en fait, soit elles se forcent à coucher avec nous et c'est du viol, et on les viole plus, soit elles se forcent pas à coucher avec nous et on les viole. C'est des discours qui sont vraiment dangereux. Alors évidemment, c'est pas ce que lui dit ici, d'accord ? Mais on retrouve ce fameux discours de misère sexuelle de les femmes, elles nous excluent et donc on souffre de misère sexuelle. C'est terrible, malheureusement, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Malheureusement, il y a des personnes qui ont plus de facilité, des hommes qui ont plus de facilité à rencontrer des partenaires, et il faut absolument réussir à ne pas développer de côté de caractère complètement aigri, quoi. Allez, on écoute un peu plus son discours, je parle un peu trop là, j'ai l'impression. Vous avez dû voir à Lampedusa, c'est le summum, ça vous permet de vous rendre compte vraiment de ce problème. Les bénévoles sont toutes des jeunes européennes qui vont accueillir des migrants qui sont en âge de procréer, et elles arrivent pour les accueillir, elles font la fête avec eux, elles dansent avec eux. Alors déjà, bon, les hommes sont malheureusement un peu tout le temps en âge de procréer. L'andropause arrive très très tardivement chez les hommes. Non, les bénévoles dans ces associations-là, et là encore une fois je sais de quoi je parle, sont pas que des femmes blanches en âge de procréer, c'est complètement faux. C'est complètement faux, je sais pas si c'est des hommes, des migrants qui parlaient ou des femmes. Donc non, c'est complètement faux, et puis du coup ça sous-entendrait qu'en réalité dans les associations, les femmes qui se rendent bénévoles le font parce qu'en fait elles auraient un intérêt sexuel à avoir. Là il y a une forme de renversement de valeur, parce qu'on a quand même vu il n'y a pas si longtemps que ça pas mal de reportages sur des hommes qui accueillaient des réfugiés ukrainiennes, bien évidemment, à la maison, avec les idées reçues qu'il pouvait y avoir derrière la tête. Malheureusement, c'était catastrophique. Encore une fois, un petit retournement de valeur, quoi. Il doit se passer un peu plus. Vous avez vu toutes les images de cette jeune bénévole qui se fait tripoter les fesses. Alors non, mais bon, si j'ai vu l'image d'une bénévole qui a subi une agression sexuelle, je serais probablement très mécontent de voir ça. Il y a une espèce de fétichisme chez ces jeunes femmes pour le corps de ces Africains. Alors déjà, ce fétichisme revient de loin. C'est une adoration du corps du black, car il aurait des attributs plus intéressants que celui du... Voilà, donc il nous ressort effectivement le cliché qu'il présente comme un cliché d'ailleurs, en disant ils auraient, je sais pas, de sexe plus gros, j'en sais rien. Je sais pas si c'est vrai, je m'en fiche, il y a sûrement des statistiques qui montreraient que c'est potentiellement vrai, potentiellement faux, j'en ai aucune idée, mais d'avis qu'effectivement la taille du sexe n'est pas la même en fonction des pays, des continents, ça c'est un avis que je vous donne comme ça, mais je suis absolument convaincu qu'il y a des différences, effectivement, d'un pays à l'autre. Bref, le fétichisme du corps des Noirs, on peut aussi en avoir une autre vision, parce que s'il existait, vraiment, supposons qu'il existe, on pourrait remonter ça à une forme d'orientalisme en fait. Vous voyez ce que je veux dire, à une forme de fantasme de ce corps oriental, de ce corps, vous voyez, un truc un peu, presque un truc un peu post-colonial en fait, qu'on pourrait imaginer, qui a été un peu dénoncé dans Get Out, qui est un film que je n'ai pas du tout apprécié, mais qui est un film qui néanmoins mérite de proposer une vision d'une sorte de vision de racisme un petit peu renversée, où d'un seul coup on fétichise complètement les corps des Noirs, qui est une sorte vraiment de prolongement finalement de pensée coloniale, quoi. Donc on pourrait en faire ce type d'analyse aussi.
Et je suis certain que c'est pas moi qui l'ai inventé ça. Je suis certain qu'il y a des personnes qui l'ont déjà réfléchi, qui en ont déjà parlé. Si vous avez des ressources là-dessus, n'hésitez pas à m'en envoyer, ça m'intéresserait de les lire. Donc non, moi je suis pas sûr qu'en fait ce qui intéresse les femmes, c'est la taille du sexe de leur partenaire, point barre. Je pense que là il fait complètement fausse route. C'est discours vraiment tristoun. Hein. Blanc, et il serait mieux pourvu sexuellement, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc tu nous as donné pas mal d'indices pour qu'on voit ce que tu voulais dire, cher X. Ça a toujours existé, ça. Donc, c'est... Ça a toujours existé, genre. De tout temps, l'homme a mal au dos. De tout temps, l'homme et la femme sont complémentaires. C'est assez primaire, déjà, cette attirance. De tout temps, le PSG est éliminé en quart de finale de Ligue des Champions. Mais il y a le fait que le verrou saute complètement, et qu'elle ne se retienne même plus maintenant, c'est aussi la publicité à la télé depuis 20-30 ans pour le métissage. Voilà, donc là, bon, là, il y a un truc assez... une sorte de panique morale assez classique, en fait. C'est le wokisme, d'accord? C'est le métissage à la télévision. Des films qui présentent des couples mixtes, je veux dire, c'est pas récent, je vais pas faire mon Antoine Goya, évidemment. Je pourrais, d'ailleurs. Puisque ça avait été plutôt apprécié, cette petite parodie. Mais bon, voilà, des films dans lesquels on trouve des couples mixtes, c'est pas récent. C'est le moins qu'on puisse dire, je sais pas combien d'exemples en tête, là. Après, voilà, il y a cette idée que... Ah bah oui, attendez, je vais vous couper là sous le pied, mais en fait, il explique en quoi le fait qu'il y ait du métissage à la télévision a un impact sur la tête des femmes. Et je vais pas vous spoiler son argument, je vais vous le laisser présenter. Et aussi, pour les jeunes femmes, vous savez, les jeunes femmes à cet âge-là aiment les rebelles. À notre époque... Alors, il y a deux arguments. Donc, il va revenir sur l'argument. Grosso modo, je vous le spoil. Il dit en fait, les femmes sont plus influençables que les hommes à la publicité. Je vais essayer de vous retrouver le lien pour le mettre en description. Je vous renvoie à la vidéo d'Horizon Gull de Hacking Social à ce sujet-là. C'était Johnny Depp, par exemple, le rebelle. Donc, le rebelle, c'était Johnny Depp. À notre époque, non, je pense pas. Hein. Il a l'air d'être à peu près de la même génération que moi. 21 Jump Street, c'était un petit peu avant, je crois. Je crois que je me suis trompé sur le nom de la série, peu importe. Et bien maintenant, les rebelles sont les rappeurs. Et les rappeurs, la plupart, sont des blacks. Voilà, et donc là, il y a une confusion entre black et subsaharien. Hein. Donc maintenant, les jeunes de 14, 15, 16 ans sont abreuvés de rap, abreuvés de rebelles africains. Mais africains je veux dire, il y a des Antillais, il y a des Guadeloupéens, il y a des Réunionnais. Dans le rap, il y en a qui sont d'origine maghrébine, et puis ça va peut-être te surprendre, effectivement, il y a des Noirs dans le rap, on peut pas dire le contraire, mais il y en a qui sont français, en fait. Parce qu'ils sont nés en France, parce que leurs parents sont nés en France, voire parfois parce que leurs grands-parents sont nés en France. Je veux dire, par droit du sol et par droit du sang. Enfin, oui, non, mais le fait qu'ils soient noirs ne veut pas dire qu'ils soient africains, parce que c'est quand même très très surprenant, cette confusion en 2023. Et donc, elles tombent amoureuses de leurs idoles. Et après, elles cherchent dans la vraie vie quelqu'un qui ressemble à ce rappeur. Et comme elles sont... voilà, c'est le problème des femmes, elles sont très manipulables par la publicité. Voilà, oui, donc c'était la fin de l'argument, elles sont manipulables par la publicité, contrairement aux hommes. Des idoles dans le rap, oui, bon, d'accord. Alors, moi, je pense que ton argument ne fonctionne vraiment pas, mais des idoles aujourd'hui, il n'y a plus que ça autour de nous. On vit dans une fabrique à idoles dans cette société, que ce soit des idoles sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine du cinéma, dans le domaine des séries, etc. Mercredi Adams a été une idole pendant 6 mois. C'était la grande figure du moment. Je suis pas sûr que les mecs aient cherché des Mercredi Adams. Je pense qu'au contraire, les Mercredi Adams, c'est plutôt le genre de gamines qui vont harceler au lycée. Moi, je vois pas réellement le rapport entre le fait d'avoir une idole, le fait de dire, bah maintenant, c'est ce type de corps qui va m'attirer. Bon. Des consommatrices. Ah, des consommatrices. Donc voilà pourquoi on est dans une sacrée merde. Parce que si jamais les Européennes nous trahissent... Ah, elles nous trahissent carrément. Bon... Je dis pas que lui en est un, mais il y a des blancs qui sont des blancs identitaires qui, eux, se refuseraient pas d'aller s'envoyer en l'air avec une non-européenne, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc évidemment, l'argument, il doit aller dans les deux sens. Bon, c'est une catastrophe, ce discours. Une catastrophe. Il y a un parallèle que je ne cesse de faire entre le discours incel et les discours identitaires. Alors lui se dit patriote, donc on pourrait dire entre les discours d'incel et les discours patriotiques, puisque voilà, il ne faut pas trop vexer ces gens-là, hein. Ils sont souvent un peu fragiles. Moi, je trouve que ce sont des discours catastrophiques, vraiment catastrophiques, qui n'ont pas leur place aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est légal de dire ce qu'il dit, hein, pour être honnête avec vous. Alors, il dirait, on ne peut plus rien dire, mais la liberté d'expression, elle est encadrée à juste titre.
parce qu'une liberté d'expression ne permet pas d'agresser. Je sais pas quelle analyse on fera Baduring prochainement. C'est celle que je vous propose. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un réac un peu long. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Et puis, voilà, faites attention à vous. Salut.